Bienvenue à notre balado Les humains derrière la recherche en soins palliatifs. Cette initiative est portée par les étudiants du Réseau québécois de recherche en soins palliatifs et de fin de vie, mieux connu sous l'appellation RQSPAL. Au fil des épisodes, nous vous proposons d'explorer les parcours inspirants de professionnels de la santé, chercheurs, bénévoles et étudiants qui s'engagent avec motivation et dévouement dans ce domaine empreint d'humanité. Bonne écoute! Bonjour à vous, auditrices et auditeurs, et bienvenue à cet épisode du balado Les humains derrière la recherche en soins palliatifs, qui sera co-animé cette fois-ci, pour une première fois d'ailleurs, par Marie-Joëlle Tremblay et moi-même, Louis Plourde. Aujourd'hui, on aura le plaisir de s'entretenir avec Dr Olivia Nguyen, qui est médecin en médecine palliative, professeur adjoint de clinique à l'Université de Montréal, chercheur associé au Centre de recherche du CIUS du nord de l'île de Montréal et présidente de la Société québécoise des médecins de soins palliatifs. Bonjour Olivia. Bonjour. Allô Louis, bonjour Olivia. Premièrement, on veut vraiment prendre le temps de te remercier d'être là avec nous, là, de te partager de ton précieux temps pour discuter un peu. Puis on a super hâte d'en apprendre plus sur toi, sur ton parcours, là, puis sur ce que ça t'a amené dans ta vie. C'est moi qui suis honorée et honnêtement un petit peu intimidée. Pour commencer, Olivia, on aimerait que tu nous fasses un panorama de ton cheminement en mettant l'accent sur tes motivations à t'impliquer dans le domaine des soins palliatifs et aussi sur tes accomplissements au cours de ton cheminement. Quand je raconte cette histoire, je commence toujours en disant un petit peu bizarrement que c'est parce que j'ai un mauvais karma. Et donc, quand je suis rentrée en pré-med à l'Université de Montréal, dans l'année préparatoire, il y avait un stage obligatoire de bénévolat. Et moi, mon stage de bénévolat, c'était au pavillon Vidéotron à Sainte-Justine, c'est-à-dire l'hôpital pour enfants francophones de Montréal, dans le pavillon de cancérologie. Et je me souviendrai, j'ai cette image dans ma tête de cet enfant de 5 ans, je rentre dans sa chambre, puis il est debout et il a la main et le front collés sur la vitre, il regarde dehors et il y avait un petit peu comme toute la maturité, la sagesse et la souffrance. Et puis je sais pas ce qui s'est passé par la suite, mais cette image est vraiment restée dans ma tête. Puis quand j'ai commencé mes stages, mon premier stage, c'était en gynécologie obstétrique. Première semaine de stage, étudiant tout frais, un petit peu perdu dans le système. Il y a une jeune fille de 18 ans qui arrive, qui sent moins son bébé bouger. Ils lui font des examens, ils l'amènent en césarienne d'urgence. Et le bébé naît vivant et meurt. Et est réanimé pendant 45 minutes et meurt. Et ça m'a vraiment perturbée. Et puis tout au long de mes stages, on trouvait des maladies à mes patients, des cancers, ils décédaient. Et ça m'a confrontée assez rapidement avec l'impuissance en médecine. Le fait que des fois, ce qu'on peut faire, c'est accompagner les gens et les soulager. Donc rapidement, l'idée de travailler ou avoir une partie de ma pratique en soins palliatifs est arrivée. Ce que j'aimais moi dans la vie, c'était la toxicomanie, la psychiatrie et les soins palliatifs. Donc au fur et à mesure des années, j'étais en médecine familiale. Tout de suite, en fait, j'ai commencé à travailler en soins palliatifs, tout en travaillant avec d'autres clientèles. Puis au fur et à mesure, j'ai rétréci ma pratique à faire uniquement de la médecine palliative. J'avais toujours dit que ce que je ne ferais jamais, c'était de la recherche et de la politique. Parce que ça ne m'intéresse pas. C'est drôle, hein? Comme quoi, ce qu'on pense de soi-même des fois. Ce que j'aimais, c'était le lien avec le patient, en fait, l'humanité, les connexions, pouvoir ressentir un petit peu ce grand sens de l'intensité, comme la connexion un petit peu réelle. Puis en soins palliatifs, il y a aussi beaucoup quelque chose d'intellectuellement stimulant aussi, en tout cas du côté médical, de trouver le bon régime de médicaments et d'alliances et de liens pour répondre aux besoins spécifiques de la personne, de ses valeurs, de ses volontés et de ses proches. Donc ça, c'est cool. Donc je suis devenue chef de service et veux passer beaucoup de politique. Et puis j'ai trouvé ça très intéressant, mais je trouvais que j'étais pas assez outillée. Alors je me suis un petit peu formée en gestion et puis la
future spécialité en médecine palliative est arrivée. Je me suis dit: «Ah, ce serait vraiment intéressant d'étudier pour ça», parce que ça force à étudier, à repasser des examens et à devenir meilleur. Donc j'ai étudié pour devenir fellow du Collège, royal, en médecine palliative. Puis pendant mes études, il y avait tout un aspect dont on n'entend jamais parler parce qu'on est tous un petit peu centrés sur nous-mêmes et notre milieu et notre culture. C'était les soins palliatifs dans le monde. Puis, non, on est super choyés. On n'a pas l'impression, puis on peut toujours faire mieux, mais on est super choyés. Il y a beaucoup d'endroits dans le monde où ils n'ont même pas accès aux opioïdes et donc meurent vraiment dans d'atroces souffrances. Et je me suis dit: «Ah, il faudrait aller évaluer ça». Donc, j'ai fait une maîtrise en gestion à l'université de McGill que j'ai trouvée super intéressante. Puis je trouvais qu'un moyen aussi d'améliorer les soins palliatifs, de s'impliquer, c'était via la recherche. Et, et c'est comme ça que je suis devenue chercheuse. Ça a fini par te rattraper. Ça a fini par me rattraper. Donc là, je fais de la politique et de la recherche. Wow. Puis ta maîtrise en gestion, est-ce que c'était spécifiquement pour les soins de santé ou c'est un peu plus global comme étude? C'était spécifiquement pour les soins de santé. En fait, ça s'appelle le International Masters for Health Leadership. Mhm. Et donc, c'était vraiment international. Il y avait des gens de partout dans le monde qui venaient pour faire cette maîtrise-là. C'était vraiment très, très, très intéressant de voir la vision, dépendamment des cultures ou dépendamment des soins de santé, des milieux de santé différents. C'était très intéressant. J'ai beaucoup appris. Oui, oui, puis c'est ça, la relation avec les infrastructures aussi dans différents Oui, contextes. Et puis, c'est ça qui t'a amené aussi à considérer ça dans la situation présente au Québec, j'imagine. voilà, comment créer du changement durable, comment changer les cultures, les mentalités, les politiques. Et c'est comme ça que j'étais vice-présidente de la Société québécoise des médecins de soins palliatifs. C'est comme ça que je suis devenue présidente par la suite. Fascinant. Je trouve ça vraiment intéressant, là, comment tu parles de comment conjuguer justement cette relation-là avec le patient ou la patiente, puis ensuite tout le côté comme plus médical, de réflexion, de comment répondre à ces besoins-là. Puis c'est tellement nécessaire présentement, selon moi en tout cas, de rendre notre système de santé justement plus apte à répondre à la personne directement, puis à ses besoins spécifiques, puis de prendre le temps avec elle, ce qui est, en effet, là, on est chanceux d'avoir des bons soins palliatifs comme ça au Québec. Puis je me demandais, présentement, ta recherche, est-ce que tu fais de la recherche en lien avec ça? Quels sont les sujets que tu traites présentement? Il y a une recherche où je suis chercheuse principale, c'est avec des gens merveilleux. En fait, c'est une recherche transdisciplinaire à la base. Donc, c'est une patiente partenaire, Madame Danielle Nadeau, qui m'a approchée, qui dit: «En fait, les patients partenaires, on devrait être, plus impliqués et est-ce qu'on pourrait soumettre, à la chaire de la famille Blanchard pour l'enseignement et la recherche en soins palliatifs?» J'ai fait: «Ah, mais justement, j'ai un projet qui m'intéresse depuis longtemps sur la qualité des soins palliatifs, mais vu du point de vue des patients et des proches». Parce que souvent, quand on parle de qualité, c'est toujours Mhm. vu du point de vue des équipes. Tout à Puis je fait. voulais qu'on puisse le traduire en indicateur de qualité pour avoir quelque chose de tangible qui marquerait la qualité des soins dans des redditions de comptes et ce genre de choses. Donc il y a Sabrina Lessard qui s'est rapidement joint au projet, ainsi que Sylvie Fortin. Donc on est encore dans la collecte de données, mais c'est super intéressant. Très, Ben, très intéressant, effectivement. La perspective des gens qui sont plus directement touchés par les soins Ouais, palliatifs, puis par la relation entre les soins qui sont offerts, puis la maladie, puis la progression de la maladie. Chapeau. merci. donc, une autre question qu'on avait envie de te poser, c'est est-ce qu'il y a des moments où est-ce que tu as vraiment rencontré là, des doutes ou des difficultés particulières là, dans ce parcours-là qui pourraient résonner chez les étudiants puis les jeunes chercheurs, personnes qui nous écoutent? Tout le temps, comme pour tout le monde, j'imagine. Je ne sais pas si ça va peut-être résonner, mais je ne sais pas si ça va inspirer les jeunes chercheurs et les gens qui nous écoutent. Je pense que c'est normal d'être rempli de doutes. Je pense qu'on essaye tous de vouloir améliorer les choses et de s'impliquer à notre manière pour créer un monde meilleur un petit peu. Je pense que c'est pour ça qu'on fait ce qu'on fait. Et donc, c'est facile il y a souvent des barrières, il y a souvent des embûches et c'est facile de se demander si ça vaut la peine. Est-ce qu'il y a vraiment, si je fais vraiment une différence?
pourquoi est-ce qu'on ne voit pas des changements immédiatement, là, maintenant, tout de suite? Pourquoi des choses qui sont tellement évidentes pour nous et qui sont prouvées scientifiquement ne sont pas implantées? Euh, mais, mais je pense que c'est important de se rappeler que chaque petit pas vers l'avant compte et que si on revient à la base, je pense que chaque interaction peut avoir une influence. Et ne serait-ce que, moi j'ai de la chance, je fais aussi beaucoup de cliniques, donc ne serait-ce que d'avoir une influence un petit peu au quotidien sur la vie des personnes, se dire que j'ai pu au moins avoir un petit peu d'impact pour améliorer leur qualité de vie, moi ça me fait du bien. Et donc de savoir que c'est ces relations et que chaque petite graine se met à la possibilité éventuellement de pousser et grandir et s'épanouir, ben, je me dis c'est comme ça qu'on change les choses au final. Donc de Mmh. s'entourer, de pas rester tout seul et de garder espoir, c'est important. Mmh. Plein de petits pas ensemble, ça fait des grands pas. Voilà. Tout à fait. Puis ça, c'est une chose qui est très intéressante de ton profil, que tu es active sur le plan clinique, tu es quand même médecin, donc comme tu Mmh. dis, tu as un contact direct avec des patients où tu fais une différence au quotidien. Puis aussi, si on va dans l'autre côté, tu es aussi impliqué dans une facette plus recherche et politique. Et puis, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment tu arrives à conjuguer tous ces rôles-là, tu sais, de médecin, de chercheur, de professeur aussi, parce que tu enseignes, Oui, et de présidente de la Société québécoise de médecins de soins palliatifs. Bien sûr, comment tu arrives à conjuguer tout ça avec ta vie quotidienne, ta vie familiale, etc. ça c'est presque comme une psychanalyse, hein. Ah, tout à fait. Voilà, exactement, disons-le. Moi je dirais, j'ai envie de dire mal. Hem, c'est difficile, tu sais, en gestion, on apprend qu'on ne peut pas tout faire dans la vie, puis on peut pas s'éparpiller de partout et veux pas, je suis un petit peu en train de m'éparpiller, mais je fais principalement de la médecine palliative. Donc c'est sûr que je travaille beaucoup moins en clinique que d'autres de mes collègues, parce qu'il y a 24 heures dans une journée. Je suis pas aussi impliquée en recherche que des chercheurs à temps plein, mais des fois les choses prennent du temps et c'est correct. J'ai commencé mes enfants, j'ai 2 enfants. Alors, le plus jeune a 6 ans et demi et l'autre a presque 9 ans et 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 avant, tu sais, quand on n'a pas d'enfants, on va travailler le soir, la fin de semaine ou en fait, même quand les enfants sont petits, on va travailler le soir et la fin de semaine parce que c'est Mhm. correct. Puis là, de moins en moins, je travaille la fin de semaine parce que je suis avec eux et puis le soir, j'ai réalisé que c'était bien de dormir des fois dans la vie aussi. Donc, tu sais, en clinique, on apprend beaucoup à être compatissant, qu'il faut être compatissant avec les patients et avec leurs proches et gentil. Mais c'est rare qu'on apprenne que c'est important d'être gentil et compatissant avec soi-même. Mmh. Donc, je pense que c'est quelque chose que j'aimerais transmettre aussi. Puis, genre, à la fin de chacune de mes présentations, il y a cette même image d'un immense graffiti de Albert Einstein qui dit Love is the answer. Mhm. Et que, donc, la réponse, c'est l'amour. Et donc, c'est important d'être compatissant avec les gens qu'on voit, mais aussi avec les collaborateurs, avec les politiciens, avec les chercheurs, de donner le bénéfice du doute et de connecter dans cette humanité-là, pas juste avec les patients et leurs familles, mais aussi avec les gens qui nous entourent et avec soi-même. Donc, faut être gentil avec soi-même, faut se laisser un peu de place, c'est correct. Personne n'est parfait. Hmm, effectivement. Et comme tu suggères ici, Olivia, il faut aussi être capable de compatir avec des personnes, par exemple des décideurs, qui pourraient nous sembler moins sensibles aux réalités qu'on leur présente. Donc, il faut être capable d'être compatissant, mais aussi de comprendre leur point de vue, leur perspective. Oui, puis tu vois, dans mon projet de maîtrise, c'était vraiment très intéressant parce que j'ai pu discuter avec des gens bien importants en soins palliatifs et on a toujours l'impression, quand on regarde les choses de l'extérieur, que typiquement on dit ah, ils comprennent rien. Bah, oui, ils comprennent rien. Mais c'était vraiment très intéressant de réaliser que beaucoup de gens ont une compréhension très claire des enjeux de soins palliatifs, mais que pour plein, plein, plein de raisons, il y avait des barrières qui faisaient que le changement de culture ne s'opérait pas.
Donc, ça m'a fait réaliser qu'on n'était pas l'un contre l'autre, en fait, mais qu'on travaille tous ensemble. Et, et que si on garde la personne malade et ses proches au centre de notre attention et de la discussion, bah, c'est comme ça qu'on est capable de faire des petits pas en avant. Oui, puis souvent, chaque groupe, chaque personne qui va avoir une expertise différente va avoir des points de vue aussi différents sur les priorités, sur quels sont les obstacles, sur où est-ce qu'il devrait être mis les ressources, puis l'énergie et le temps. Donc, d'essayer de comprendre puis de se parler, c'est ce qui permet après ça de voir toutes les facettes des problématiques. Exactement, puis souvent, ils ont raison. C'est vrai qu'on ne veut pas améliorer les soins palliatifs aux dépens des avancées pour le cancer, mais je pense qu'on est capable de discuter et travailler ensemble pour arriver à un bien commun. Mais Mhm. on m'accuse des fois d'avoir des lunettes beaucoup trop roses. C'est ça qui m'aide à survivre dans la vie, Ben, garder espoir. on se demandait si, est-ce que justement il y a des enjeux actuels dans le milieu des soins palliatifs et de fin de vie qui te concernent ou qui te préoccupent particulièrement présentement? Tout plein, tout plein. Je pense que les soins palliatifs sont toujours vus comme la fin ultime et la mort, donc que ça diminue de beaucoup l'accès à des soins palliatifs de qualité. Parce que les soins palliatifs, ils permettent d'améliorer la qualité de vie des gens qui sont aux prises avec une maladie grave et sévère et qui souffrent, indépendamment de s'ils sont en fin de vie ou pas. Et on peut faire des belles choses pour améliorer la qualité de vie des gens, mais comme les soins palliatifs sont vus comme la mort ultime, mais il y a tout ce temps avant où il y a pas d'expertise, où il y a pas d'accès, hem et 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 c'est tout un lot de souffrance. Puis sachant que la population est vieillissante, la population est plus malade, qu'il y a beaucoup, beaucoup de maladies chroniques avec tout un lot de fardeaux de symptômes et qu'il y a de plus en plus de cancers chez les jeunes personnes, ben, moi, je vois comme un lot de souffrance et les soins palliatifs pourraient améliorer cette souffrance-là, puis améliorer aussi la qualité de vie des proches qui vivent avec les personnes qui souffrent. Donc je pense que le manque d'expertise, le manque de compréhension, le manque de reconnaissance, je veux pas dire le manque de recherche parce qu'il y a quand même beaucoup plus de recherche, en soins palliatifs qu'auparavant. Tout le manque de financement pour les soins palliatifs, le manque de gouvernance, par rapport, aux soins palliatifs dans notre sphère politique et ministérielle et du système de la santé. Je pense que tout ça, c'est des enjeux qui sont très importants. C'est un milieu encore très marginal par rapport à d'autres domaines. Tu sais, quand on en parle, il y a des gens avec plein de points d'interrogation dans les yeux, tu sais, alors que d'autres domaines qui vont de soi. Puis, je suis d'accord C'est qu'il faut vrai. amener sur plusieurs aspects, essayer de développer ça, puis de le faire connaître aussi, parce que Ouais, c'est un beau milieu, belle problématique. c'est pour ça qu'il y a des super belles choses aussi du Hercule-Spal, puis tous les les cafés discussions, Mhm. les communications avec grand public, la recherche sur plein d'enjeux, d'axes et différents. Tout ça peut créer du changement, d'un point de vue systémique. C'est vraiment bien. Oui, beaucoup d'initiatives. Puis, comme tu disais, tu sais, il y a souvent un accent qui est mis sur la notion de la bonne mort dans le contexte des soins Ouais, palliatifs. Et comme tu suggères, c'est quelque chose qui éclipse en quelque sorte une vision un peu plus élargie oui. des soins palliatifs qui peuvent quand même être, qui peuvent intégrer dès le diagnostic d'une maladie grave ou sévère et dont les patients peuvent vraiment bénéficier tout au cours de la progression vers cette bonne mort. Mais Oui, puis même l'enjeu de la bonne mort, je veux dire, l'idée qu'il y ait une bonne mort, c'est aussi très normatif. oui, Puis c'est normatif dans notre culture, québécoise et j'ai l'impression qu'en soins palliatifs, il y a cette idée de bonne mort reste très, très, très ancrée et ça peut mener à des conflits, lorsqu'il y a de la diversité. Parce que notre compréhension de la bonne mort, en fait, on ça devrait pas être important parce que ce qui est important, ça devrait être la compréhension de la bonne mort de la personne, de son entourage. Puis cette compréhension-là peut fluctuer aussi dans le temps. Et je pense en soins palliatifs, on doit toujours rester un petit peu, souple, ouvert d'esprit, ouvert
à se critiquer soi-même, à nos propres biais et à entendre les messages fluctuants de la personne et de ses proches. C'est cool, je veux dire, c'est vraiment beau. Oui, oui, ben absolument. Moi, personnellement, c'est une des choses que je trouve particulièrement fascinante des soins Ouais, palliatifs, que ça demande cette ouverture-là, puis d'être aussi, de toujours s'ajuster puis oui, s'adapter en ouais, fonction du contexte, en fonction de la personne, de ses croyances, de son passé, de sa exactement. famille. C'est Voilà, excessivement complexe. oui, La médecine en général se l'est, mais je pense que particulièrement quand on s'approche d'un point ouais. final, Mhm, euh, comme la bonne mort ou la mort tout simplement, mhm. ça amène énormément d'autres dimensions qui doivent être prises en considération. Puis c'est ça qui fait que la recherche en soins palliatifs est si riche et Oui, foisonnante et si fascinante aussi. tu l'as Puis, tout à fait bien résumé. J'adhère. puis dans une perspective comme ça, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil ou comme mise en garde à des étudiants ou à des jeunes chercheurs qui veulent vraiment s'impliquer dans le domaine des soins palliatifs, comme tu l'as fait, qui veulent faire une différence dans la vie des patients et dans un contexte plus large aussi. Donc, qu'est-ce que tu dirais à notre auditoire comme conseil et mise en garde? Je dirais, souvenez-vous de votre flamme intérieure et ne l'oubliez pas. Puis périodiquement, rappelez-vous-en et voyez si ce que vous faites actuellement contribue à faire briller cette flamme intérieure-là. Deuxième chose, ne perdez pas espoir. Faire de la recherche, c'est long. Les comités d'éthique de la recherche, c'est long. Mhm. Recruter, c'est long. Hem, mais souvent les gens sont super bien intentionnés et peuvent être aidants donc allez-y en prévoyant que ça sera peut-être plus long que prévu, mais que c'est correct et ne perdez pas espoir. Puis la troisième chose, c'est entourez-vous bien. Ne soyez pas seul, parce que quand on est tout seul, c'est plus facile de perdre espoir. Et donc quand on est plusieurs, ben on n'est pas tout seul à porter, à porter le poids de quelque chose sur ses épaules. Puis c'est pour Mhm. ça que Hercuspal, c'est fantastique et merveilleux. Absolument. On est Très d'accord? d'accord. Et puis ça fonctionne comme ça, puis Ouais, c'est ça qui crée un certain sentiment d'appartenance aussi oui, en voyant ce qui se fait à l'intérieur du réseau, puis les contacts aussi, vraiment. qui souvent deviennent des contacts durables, qui deviennent Oui, même à la limite des amitiés, au-delà des échanges académiques et professionnels. vraiment. Oui, Parce que sans le Hercusval, nous, on se serait jamais rencontrés exact. et ouais, et ce Ouais, serait dommage. tout à fait. Donc, se souvenir et continuer de nourrir notre flamme, garder espoir et bien s'entourer. Moi, j'aime ça. Ça me parle beaucoup. Moi de même. Contente. Donc, merci beaucoup, vraiment, Olivia, pour ce petit moment ensemble. Ça a vraiment, en tout cas, moi, ça a nourri ma flamme, personnellement. Oh, merci. Oui. Et merci, Louis, d'avoir animé avec moi. Et merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'ici. Manquez pas nos prochains épisodes où est-ce qu'on va continuer de discuter avec des belles personnes comme Olivia qui ont eu un bel impact dans le domaine de la recherche en soins palliatifs et de fin de vie. À bientôt! Au plaisir. Au revoir.